Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. La vie est belle, on se retrouve tous les mois sur le MAC de Lopège à RCJ, le média du Fonds social juif unifié 94.8. Chaque mois, on invite des acteurs du terrain, de la protection de l'enfance, de la prévention spécialisée, des acteurs du social auprès de l'enfance, de la jeunesse et de la famille en difficulté. La Fondation Lopège, bientôt 80 ans, qui célébrera son anniversaire l'année prochaine en 2025, œuvre au quotidien auprès d'enfants et de familles sur les territoires du Val d'Oise, des Hauts-de-Seine et de Paris. On est sur une période particulière, toujours après 6 mois du pogrom du 7 octobre, mais aussi dans une année particulière où on commémore un autre génocide, celui du Rwanda. Et on trouvait important aujourd'hui de marquer aussi cette date parce que nos actions au quotidien nous permettent aussi de prendre conscience de la valeur des mots et de la force de l'action éducative. Dans une période aussi où la violence est extrêmement présente, on a malheureusement autour de nous une actualité qui est difficile. Si on regarde les médias, on ne se lève pas un matin avec une difficulté autour d'un collège, une jeunesse qui se tape, qui ne parle plus, qui ne se comprend pas, qui même se haït. Et dans nos métiers, on sait ô combien la parole est un essentiel. Lorsqu'il y a violence, c'est qu'il n'y a plus de mots. Lorsqu'il y a la haine, c'est qu'il n'y a plus la compréhension de la différence. Et ce sont des valeurs, je crois, à Lopège, qu'on essaye, à notre petite mesure, de défendre. Voilà notre combat, depuis 80 ans, de la naissance de Lopège à l'origine des enfants juifs dont les parents ont été déportés, à aujourd'hui tous les enfants qui peuvent être en difficulté, mais aussi sur les questions de racisme et d'antisémitisme, et de cette question de la haine, qui est une vraie question auquel on essaye d'apporter, pas toujours les bonnes réponses, mais en tout cas une tentative de solution, une tentative de possible. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 2 invités de grande importance, parce que le combat continue, quels que soient les âges, quelles que soient les fonctions. Bernard Goldberg, vice-président de la Fondation Lopège, ancien de Lopège, membre du conseil d'administration, mais aussi des anciens de Lopège. On en dira un petit mot tout à l'heure. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Johan. On se rapproche un petit peu du micro, Bernard, si tu veux bien. Bonjour Johan. Tu es déjà venu, je me souviens, je crois que c'était une des premières émissions. Oui, absolument. Qu'on avait intitulée « Enfants d'hier, enfants d'aujourd'hui ». Absolument. Et sur ce plateau, qui étaient les anciens locaux de RCJ, il y avait autour de cette table des enfants d'aujourd'hui en ta présence. On était au lendemain du Covid. On peut retrouver cette émission sur les plateformes, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, en podcast, en vidéo, et évidemment sur RCJ. Et donc, tu es un habitué de la radio. Habitué, non, mais disons, je me sens un peu familier, quoi. Oui, absolument. Habitué en tout cas du Fonds social. Voilà, habitué du Fonds social. Merci d'être là Bernard, et tu vas nous dire ce qui s'est passé lundi. En l'occurrence, pour moi, c'était une première de te découvrir sur ce podium, pour nous raconter un petit peu comment, pour toi, le témoignage, et en tout cas l'acte de transmettre est un essentiel pour toi. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Et puis avec nous, Juliette Fressonnet. Bonjour Juliette. Bonjour Johan. Tu es aussi habituée à la radio, parce qu'on a déjà fait, toi et moi, plusieurs émissions. Tu es éducatrice spécialisée dans un service de prévention spécialisé à Garges-les-Gonesse. Donc on redira à nos auditeurs, c'est quoi la préve ? C'est quoi être éduc ? Parce que c'est toujours important, je crois aussi, de rappeler que derrière chaque jeune, en tout cas, quand il y a un jeune à accompagner, il y a des professionnels et des gens qui savent comment accompagner, comment écouter, comment guider, comment aller vers un maître mot de la prévention spécialisée. Et aujourd'hui, tu viens nous partager plusieurs projets, parce que dans le hall, j'ai entendu plusieurs choses. Un en cours, évidemment, sur le sujet du Rwanda et du génocide des Tutsis, mais aussi tous les projets qui ont été menés ces dernières années avec des jeunes de Garges-les-Gonesse, dans le 95, en Israël,
mais aussi au Sénégal. Et je crois que ton fil conducteur est toujours là, hein, c'est-à-dire que tu fais extrêmement attention à comment aussi ces sujets-là, ô combien sensibles, sont portés par ton travail. Et j'ai envie de te donner la parole. Comment d'abord tu vas ? Très bien. Comment ça se passe en tant qu'éducatrice aujourd'hui dans un service de prévention ? Comme tu disais, il y a de nombreux défis, notamment au sujet de la violence, qui ces dernières années prend une énorme place. On est dans une ville, à Garges-les-Gonesse, où il y a des violences interquartiers, dont la raison nous échappe et échappe aussi aux jeunes. Et on est, comme tu le disais, dans une période assez compliquée au niveau de l'actualité internationale. Bien sûr qu'il y a un impact sur notre jeunesse. Mais tous ces défis, ça nous met au défi, en fait, d'essayer d'aider ces jeunes à voir les choses autrement. Je ne sais plus quelle était la question, si je vais bien et si tu vas comment bien, ça se passe. Et tout de suite, tu nous donnes un état des lieux un petit peu de comment ça se passe dans une ville comme Garges. On y est depuis les années 80, même un petit peu avant, 77 de mémoire. 77, que cette activité... Pas moi, mais... Pas toi, non. Toi, je crois que tu es né quelques années après. Pas longtemps après. Pas longtemps après. Et que l'activité de prévention consiste à quoi ? En quoi consiste la prévention ? Alors, la prévention spécialisée, on a 3 principes. Donc, la libre adhésion, l'anonymat et la non-institutionnalisation. On a un mandat sur un quartier. Donc, en l'occurrence, Dame Blanche Nord et Dame Blanche Ouest. Donc, 2 quartiers. Le quartier de Dame Blanche, à Garges-les-Gonesse. Les jeunes, on s'occupe des jeunes de 11 à 25 ans. Alors, on mène des activités de groupe, on accompagne de façon individuelle. Et donc, 11 à 25 ans, c'est très, très large comme tranche d'âge. Évidemment, on ne fait pas la même chose avec des collégiens qu'avec des jeunes qui essayent de s'insérer dans la vie professionnelle. Donc, on fait un petit peu tout ça. C'est difficile de décrire une journée type ou ce qu'on fait vraiment. En tout cas, on mène des projets de groupe. Alors, ça va dépendre aussi de la demande des jeunes, avant tout, des besoins des jeunes, et aussi de la personnalité des éducateurs. Beaucoup de collègues vont mener des projets autour du sport, autour de la culture, pour ouvrir les jeunes. En fait, le maître mot, c'est l'ouverture d'esprit, c'est qu'ils se sentent bien dans leur vie, dans la société, dans leur pays. Voilà, c'est un quartier qui a beaucoup de potentiel, avec une jeunesse extrêmement dynamique, mais qui manque de beaucoup de choses. Donc, voilà, je ne sais pas si j'en ai dit assez. Alors, et aujourd'hui, le projet qui t'amène à venir à la radio, quelques mots. Donc, tu l'as dit, cette année, donc 2024, les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. On avait déjà mené un projet il y a quelques années autour des mémoires, qui était vraiment à la demande des jeunes. En fait, c'était lors d'un débat, un débat dans le cadre d'une rencontre avec les jeunes du projet Shalom, Salam, Salut. C'était un projet initié par SOS Racisme. Et Anna Assouline, qui est la fondatrice du mouvement des guerrières de la paix, avec qui on travaille aussi beaucoup, tournait un documentaire. Et on a fait une rencontre avec ces jeunes du projet Shalom, Salam, Salut. Et lors de cette rencontre, donc on avait des jeunes un petit peu de toutes origines, puisqu'à l'Opège, on a des jeunes on a des jeunes de toutes origines, des jeunes du quartier. Et une discussion s'est amorcée sur mais on parle trop, c'est les paroles des jeunes, hein. On parle trop de la Shoah, on parle que des Juifs et on parle pas des Noirs. Bon. Et donc là, a commencé une discussion un petit peu virulente, mais on peut pas. En fait, les jeunes identifient le local comme un lieu où on peut parler de tout. On peut vraiment. Donc, on reçoit la parole, et puis, c'est pas juste on la reçoit, et puis on n'en fait rien, on en fait quelque chose. Donc, j'ai proposé à ces jeunes de travailler sur pourquoi on parlait de la Shoah, justement, et est-ce que vraiment on en parlait trop ?
Et est-ce que le fait d'en parler trop, ça empêchait de parler de l'histoire, de l'esclavage, de la colonisation, de l'histoire de ces jeunes, même si l'histoire de la Shoah est aussi l'histoire de ces jeunes, bien sûr. Donc on a travaillé, on a fait beaucoup d'activités pendant 1 an et on a fini par aller au Sénégal sur l'île de Gorée. Mais avant ça, on a travaillé donc en gros sur les génocides du XXe siècle et sur l'esclavage, en voyant un petit peu qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité, qu'est-ce qu'un génocide. C'est pas qu'un génocide, c'est pas minorer les crimes contre l'humanité de pas dire que c'est un génocide, mais c'est différent. Et donc on a travaillé sur le génocide, sur la Shoah bien sûr, sur le génocide arménien et sur le génocide des Tutsis au Rwanda, et puis sur l'esclavage aussi. Voilà, donc on avait déjà commencé à travailler sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Et c'était l'année des 25 ans. Donc, il y avait quand même déjà quelques événements. Mais j'ai l'impression que cette année, là, c'est les 30 ans, on en entend parler partout. On a l'expérience de la Shoah. On sait qu'il faut 30 ans pour commencer à en parler vraiment. Vous allez certainement confirmer. Voilà, j'en dis plus ou... C'est déjà énorme d'entendre que tout est possible d'être énoncé dans un lieu d'accueil comme celui que tu présentes à Garges-les-Gonesse, en évitant le piège malheureux qui n'est pas le leur, mais je pense que c'est à nous à être capables de le détecter, c'est qu'il n'y a pas de concurrence mémorielle. Exactement. Il n'y a pas plus de souffrance à un endroit quand il y a malheureusement une souffrance ailleurs, c'est comment est-ce qu'on est capable d'être empathique à tous les endroits à la fois. Et c'est ça la complexité peut-être aussi qui est la nôtre, c'est d'essayer non pas de comparer, mais de s'appuyer pour comprendre que l'histoire a aussi des mots, MAUX, et qu'il faut s'en servir pour éviter que ces drames-là, en tout cas dans l'esprit, en fassent d'autres. Comment réagissent les jeunes quand tu leur as proposé ce projet sur l'année entière et puis au moment final de ce voyage sur l'île de Gorée, donc qui est une ville où il y a eu de l'esclavage, si je me trompe pas. Oui, c'était d'où une des villes d'où partaient les esclaves pour le commerce triangulaire. Ils étaient très investis, très intéressés. En prévention spécialisée, on est sur un principe de libre adhésion, c'est-à-dire que si les jeunes ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Voilà, c'est vraiment leur engagement qui compte. Et ils se sont aperçus, je pense, de plusieurs choses. D'une part, le fait de parler moins de la Shoah ne ferait pas qu'on parlerait plus de l'esclavage, déjà. Ça, c'est la première chose. Et puis que finalement, c'était toujours le même mécanisme. En fait, l'idée, c'était de leur montrer ça, que ça passe par un processus de déshumanisation, de groupes qui s'opposent, du nous contre eux, qui est pour former un groupe, il faut qu'il y ait un eux pour faire un nous, mais comment se forment ces groupes et jusqu'où ça peut mener. C'est aussi en lien avec la radicalisation, c'est aussi en lien avec ces rixes interquartiers dont je parlais. Il y avait plusieurs aspects. C'était aussi, c'est toujours, puisqu'on reprend donc avec le génocide des Tutsis au Rwanda. L'idée, c'est de rendre hommage aux victimes, bien sûr, de commémorer, mais pas seulement. Ça ne s'arrête pas là, parce que les commémorations, ça suffit pas finalement. L'idée, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes, de travailler sur les stéréotypes, le racisme. Et tu me demandais, je pars un peu... comment ils ont vécu ça, oui. Comment les jeunes ont vécu ça. Parce qu'on aurait aimé avoir un jeune aujourd'hui, mais ce n'était pas possible. C'est toujours bien d'entendre un jeune toujours évoquer sa propre réalité. C'est un peu aussi le principe de l'émission. Et après, il y a des impondérables, c'est comme ça, ils ont des agendas, comme nous. Mais là, en l'occurrence, oui, quelles paroles ils ont pu, à ce moment-là, t'adresser. Est-ce qu'ils se sont transformés? J'imagine que oui, parce qu'un an de travail éducatif... sur quelque chose qu'ils ont eux-mêmes adressé à leur éducatrice, c'est pas anodin. Donc je me dis, est-ce que ça les a pour toi fait grandir? Est-ce que ça a un petit peu ouvert leur vision du monde? Je pense que ça, de toute façon, tous ces projets-là,
ça les change. Ça change leur vie, ça change leur perspective. Et le fait d'avoir fini sur un voyage... D'ailleurs, on voulait plus s'arrêter parce que on est allé à Gorée, après on est allé à Nantes, après ils m'ont même demandé d'aller à Auschwitz. Ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons, mais c'est vraiment... mais c'est pas grave, ça se fera un jour avec d'autres jeunes. Mais c'est vraiment... ça les a transformés. Après, c'est vrai qu'ils en parleraient mieux que moi, certainement. On refera peut-être que pour les 30 ans, tu vois, en 2025, on invitera certains jeunes qui ont eu la chance de pouvoir vivre avec toi et ce projet d'envergure, cette découverte en ayant cette capacité à se déplacer, et pas que physiquement, mais il y a aussi, semble-t-il, quelque chose qui les a fait aussi bouger dans leur esprit et qui regardent le monde avec une autre manière de le voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un endroit de souffrance, mais il y a aussi des choses qui peuvent leur parler par ailleurs. Oui, alors c'était difficile parce que bien sûr, c'est pas des sujets légers, hein, c'est pas... Mais en fait, on se rend compte qu'ils en redemandent, les jeunes, ils préfèrent ça que des sorties de loisirs ou ça leur apporte énormément. Et autre chose que je voulais dire, oui, ils ont après donc beaucoup ont choisi des métiers aussi dans la transmission, par exemple. C'est-à-dire éducatrice. On a deux jeunes filles qui sont devenues éducatrices, une autre qui est devenue prof, une autre qui est devenue animatrice de quartier, une qui est devenue infirmière. C'est plus dans le soin, mais c'est aussi... On est dans le don quand même, toujours. On est dans le don, on est... Donc, suite à ce projet, c'est vrai que... Et puis, c'était pas juste regarder vers le passé, on essayait de regarder vers l'avenir aussi, parce qu'on a transmis aussi avec une exposition à tout le quartier. Voilà, bon, il y aurait plein de choses à dire sur ce projet-là. Mais... Et merci de le partager avec nous aujourd'hui. Et justement, sur les questions de transmission, Bernard Goldberg, depuis quelques années, ou quelques mois en tout cas, ce sujet-là te traverse. C'est quelque chose que tu as... Alors moi, je suis venu lundi au Mémorial de la Shoah. Je me suis assis dans l'auditorium. Pour la première fois où je te voyais sur cette estrade. Tu peux nous dire ce qui s'y passe, ce que tu y fais depuis quelques mois? Disons qu'on m'a demandé de témoigner. Et j'ai réfléchi pourquoi témoigner, et je l'ai expliqué. En fait, c'est pour aider les professeurs d'histoire qui sont confrontés à des élèves de 3e à qui elles parlent de la Shoah et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis, un témoin, mais je m'appuie sur quoi? Je m'appuie sur quoi pour témoigner? Et en général, quand on témoigne, c'est en fonction du public que l'on a devant soi. Je ne vais pas témoigner de la même façon devant des collégiens de 3e que devant des éducateurs de l'Opège. Ce n'est pas le même public. C'est peut-être la même histoire, mais ça s'approche d'une façon différente. Donc, pour revenir à l'origine, pour reprendre un petit peu les termes que vous avez dit, l'histoire de la Shoah en France a été mise, on peut dire, sous le boisseau entre 1945 et 1970. On avait complètement mis sous le boisseau l'histoire de la Shoah. C'était un problème qui était devenu secondaire. Et il y a un homme auquel j'ai énormément de respect, de reconnaissance et d'admiration, qui s'appelle Maître Klarsfeld, qui, avec l'aide, disons, d'un noyau de militants, a réalisé un ouvrage qui, pour moi, est extrêmement important. C'est qu'il a listé, nom par nom, les 76 000 déportés de France. Ce qui leur a donné une consistance, alors que c'était pratiquement, et ce livre-là, quand il est paru, le mémorial de la déportation des Juifs de France, a, disons, permis aux survivants de découvrir dans quelles conditions, disons, leurs familles ont été déportées, convoi par convoi, date d'internement, enfin tous les éléments. Et ça a été, à mon avis, un déclencheur très important qui a conduit ensuite, quelques années après,
le président Chirac à reconnaître que la France avait collaboré. C'est les 2 points essentiels qui, pour moi, ont permis au Mémorial de la Shoah, à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de devenir consistant et puissant, enfin influent. Voilà. Et moi, je m'inscris, témoignage de mon histoire, dans les visites que font les collégiens, enfin au Mémorial de la Shoah, pour se retrouver dans ce cadre où ils découvrent, effectivement, vu l'importance photographique, l'histoire, enfin, tout le matériel d'un mémorial comme le Mémorial de la Shoah, ils sont préparés à découvrir ce qu'est le Mémorial de la Shoah. Et en fin de parcours, ils ont affaire à un survivant, à un témoin. Je ne suis pas le seul, on est plusieurs à faire cela. Et ça leur permet de toucher un petit peu du doigt ce qu'a été cette période, en dehors de tout l'aspect pédagogique précédent. Et donc, c'est ce que je dis, je veux aider les professeurs à mon humble niveau pour leur permettre, d'aborder ce sujet-là, et avec pour objectif, bien sûr, d'une part, lutter contre le racisme, l'antisémitisme qui est à la base des victimes, la cause principale de la destruction de ces milliers de familles, et d'autre part, un hommage aux gens qui nous ont protégés et sauvés. C'est les 2 aspects sur lesquels je m'appuie. Bon, les militaires, les soldats, les résistants qui se sont battus pour délivrer le pays, et d'autre part, les justes ou les anonymes qui ont aidé des enfants ou des familles juives à se cacher pour, sortir de ce mauvais pas, de cette période difficile. Et je reprends un terme de Maître Klarsfeld, on peut effectivement regretter la disparition de 76 000 déportés, dont 11 000 enfants, ce qui est dramatique. Mais les 3/4 de la communauté juive ont été sauvés. En France, on est un des pays qui, grâce à la prise de conscience d'anonymes, de justes, ont pu, être épargnés. Donc, bien sûr, les 76 000 sont là, et il ne faut pas l'oublier, mais 3/4 de la communauté juive a été épargnée. Voilà. C'est la raison pour laquelle je témoigne, mais en fonction du public que j'ai, pour leur dire, voilà, il y a un grand historien qui nous a préparé, tous les éléments pour pouvoir s'appuyer, le mur des noms, le développement du Mémorial de la Shoah, parce qu'il a creusé archive par archive, nom par nom. Il a retrouvé les 76 000 déportés, dont 11 000 enfants. Et Maître Klarsfeld est très attaché au crime contre l'humanité, symbolisé par la tuerie de 11 000 enfants, ce qui est tout à fait inacceptable. Voilà. C'est vrai que dans ton intervention, tu as mis l'accent sur ton histoire familiale, que moi-même j'ai... Une parmi tant d'autres. Oui, et c'est ce que tu disais. Et tu dis, je ne viens pas que parler de moi ou de ma famille, même si on a eu à découvrir ou redécouvrir, pour moi en tout cas, ce qui a été ton parcours d'enfant et d'adulte. Mais tu disais, je viens aussi parler pour tous ceux qui ne sont pas là. Absolument. Et quelque part, tu prenais avec toi, dans ton propos, toutes celles et ceux qui avaient été de près ou de loin, soit d'abord protégés, ce qui est ton cas, par, comme tu le nommes, des justes. Alors tu dis c'est des anonymes qui ne le sont plus aujourd'hui, puisqu'il y a eu énormément de démarches dont toi-même aujourd'hui tu portes l'action pour que ces anonymes ne le soient plus, que ces gens-là qui ont été courageux, ou je ne sais pas quel qualificatif on pourrait leur adresser. En tout cas, ils ont eu cet instinct évident. Je pense à l'abbé Terrien qui t'a accueilli avec tes frères ou ses autres enfants dans la maison de cette dame qui en a accueilli, je ne sais pas, une quinzaine. Oui. On aurait même dit une maison d'enfants, cette petite maison, parce que tu as montré des photos, donc il y avait du matériel visuel. Que ces gens-là n'ont même pas réfléchi en fin de compte. Non. Ils l'ont fait presque instinctivement, sans se poser trop de questions des conséquences. Alors, il y avait une question comme ça d'un jeune, parce que moi j'étais très attentif évidemment à ton propos, mais aussi aux jeunes qui posaient des questions, qui avaient le droit de poser des questions en interaction avec Bernard.
il y a un jeune qui a posé la question de cette femme, pourquoi elle a fait ça? Est-ce qu'elle avait un risque à faire ça? Tu te souviens de cette question? Est-ce qu'il y avait un risque? Est-ce que cette femme accueille autant d'enfants juifs que de les cacher dans sa maison? Tu te souviens de cette question? Oui, absolument. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y avait un risque? Et c'est une question que l'on pose souvent aux personnes qui ont été nommées justes. Mais des anonymes, il y en a eu beaucoup. Des anonymes qui n'ont jamais été reconnus justes. C'est important. Comment vivait-on? Cette femme était une chrétienne très, très, très pratiquante. Et elle veillait à ce que, bien sûr, elle savait qui nous étions, mais elle veillait à ce que dans notre petit village où les gens ont été très coopératifs, elle veillait que nous participions, enfin que nous soyons présents à la messe tous les dimanches, que nous assistions aux processions. Et le curé qui a hébergé mon frère, puisqu'il l'a hébergé à la cure. Et mon frère, ça lui plaisait beaucoup de servir la messe. À un moment, il voulait même être enfant de chœur. Et le curé lui a dit, tu sais, un mot très, très, très émouvant. Il lui a dit, quand tes parents reviendront, je leur demanderai. Et il a dit, je prie tous les jours pour qu'ils reviennent. C'est des belles paroles. Il ne va pas prendre la décision sans à sa place. Oui. Depuis quand tu fais ça, Bernard? Depuis quand tu as commencé? Maintenant, ça doit faire 5-6 mois. Mais nous sommes plusieurs. Oui, je sais, Bernard. Il n'y a pas que toi. Je sais, mais comme tu es là, je profite. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu prennes cette décision? Qu'est-ce qui t'a amené un jour à aller de ce côté-là, de la transmission à des jeunes collégiens? Il y avait 2 classes de mémoire, peut-être une quarantaine de jeunes. J'ai pas envie de te demander pourquoi, mais qu'est-ce qui t'a amené à le faire? Pas pourquoi tu le faisais pas avant. Je crois que ça appartient à chacun. Et Juliette a bien évoqué tout à l'heure le silence qu'il y a eu pendant de longues années. Et tu nous as rappelé que c'est autour des années 70 qu'on a commencé à renommer les choses de ces personnes disparues de la Shoah. Et bien plus tard, la reconnaissance politique. Mais toi, à ton niveau, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais maintenant y aller? Disons, c'est en amont, bien sûr, c'est le travail du mémorial de la Shoah. Le mémorial de la Shoah reçoit énormément de demandes de collèges pour venir visiter le mémorial. Okay. Énormément. Et disons, pas seulement des collégiens, mais il reçoit la police, il reçoit un tas de personnes, disons, de corporations, pour que les gens viennent s'informer. Le mémorial est très bien équipé. Sur le plan pédagogique, il n'y a aucun souci dans ce domaine-là. Et un des responsables qui s'occupait justement de l'accueil de ces collégiens, qui s'appelle toujours Jacques-Olivier David, je crois, avec qui j'avais sympathisé, et qui m'a dit « Tu ne souhaiterais pas venir, disons, témoigner ?» J'ai dit pourquoi pas. Au début, tu me connais suffisamment et grâce à toi, j'en sors un petit peu. Je suis particulièrement mal à l'aise à m'exprimer en public. Et là, disons, j'ai voulu faire l'effort. J'ai préparé mon intervention parce que je ne pouvais pas l'improviser. Je l'ai préparé, je l'ai, travaillé. Et j'ai fait une première intervention auprès d'un collège. Je ne me souviens plus du nom du collège. Et ça s'est bien passé. Bon, on m'a demandé de revenir. Et puis maintenant, je fais partie des personnes qu'on sollicite quand il y a une demande d'un collège. Oui, j'ai vu que tu étais très sollicité, que tu étais maintenant même très en lien avec les personnes du mémorial et qui attendent de toi cette mobilisation que tu fais très bien, parce que tu le dis là, tu dis que tu préparais. Oui, j'ai bien vu la préparation, PowerPoint. Il y avait un texte qui est lu, ce qui est très différent d'aujourd'hui, Bernard, où on est dans une parole libre. Et j'en profite pour dire que juste après le Covid, tu m'as appelé et tu m'as dit « Qu'est-ce que je peux faire pour l'Opège ?» Et je t'ai dit, écoute, là, on sort d'une période très compliquée à la Fondation. Le contexte de travail a changé, mais je t'ai dit, il y a tellement de nouveaux professionnels que je ne sais pas comment leur transmettre l'histoire de l'Opège. Et tu m'as dit, on va s'occuper de ça, Johan. Et donc, Juliette, toi, tu l'as depuis trop longtemps pour pouvoir bénéficier des journées d'accueil. Mais Bernard vient maintenant, chaque fois que c'est organisé, 3, 4 fois, 5 fois par an, peu importe, sur les nouveaux professionnels,
parce que le recrutement, c'est pas uniquement un contrat de travail, je crois, c'est plus qu'un engagement, c'est véritablement une adhésion, je crois, à un projet institutionnel, à évidemment une profession qui est celle des éducateurs de terrain. Et Bernard, voilà, ça fait je sais pas combien de fois, depuis 2 ans à peu près qu'on a engagé avec toi, des moments où les nouveaux salariés, sûrement ceux de ton équipe, Juliette, ont dû le rencontrer. Et c'est le meilleur moyen, je trouve, c'est ça que je voulais dire, c'est que la parole, évidemment, lire des livres, c'est nécessaire, comprendre l'histoire, il n'y a pas de sujet, même si malheureusement elle tend à un petit peu parfois être, volontairement ou pas, en tout cas être effacée, oubliée, mais je trouve que la parole est un essentiel. Dans les moments où on a ces points de l'histoire qui sont des points névralgiques, où il y a cette violence qui apparaît au point même où il y a ces génocides-là, je trouve que la parole telle qu'elle est aujourd'hui est un essentiel. Et tu as joué le jeu depuis, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on organise une journée d'accueil, Bernard répond présent et il y a 8-10 nouveaux salariés, des cuisiniers, des éducateurs, des directeurs, des chefs de service qui viennent à la rencontre de Bernard. Puisque le meilleur moyen de parler de l'Opège, c'est, je crois, faire parler l'Opège. Oui, c'est-à-dire que là, c'est pas le même public, c'est différent. Pour quelle raison je t'ai proposé cela et pourquoi j'essaye de le faire? Moi, tu le sais, j'ai une reconnaissance totale à l'Opège. Bon, le privilège de l'âge fait que j'ai connu l'Opège à ses débuts. Pourquoi a été créé l'Opège et quelles ont été les premières activités. Bon, même si j'étais tout gamin à l'époque, mais j'ai appris comment avait été, disons, créé l'Opège. Et j'ai une reconnaissance, disons, non pas seulement à l'Opège, mais aux éducateurs, aux directeurs, aux moniteurs qui nous ont accompagnés. Et chacun des anciens de l'Opège ou des enfants de l'Opège a une petite reconnaissance pour la personne qui l'a aidé à certains moments. Je peux te citer, bon, bien sûr, parmi les premiers, M. Lublin, M. Zupraner, bon, mais après, bien sûr, il y a eu M. Zisman. M. Zisman, c'est un directeur pour lequel les anciens ont énormément de respect et de reconnaissance. Il y a bien sûr celui qui vient de nous quitter, Simon Bokovza. Il y a beaucoup d'anciens qui ont une énorme reconnaissance vis-à-vis en tant que directeur et qu'éducateur. Sarah Metto, qui n'a pas été directrice de l'Opège, mais directrice d'une maison d'enfants. Une dame qui a été directrice de la maison d'enfants de Marseille, qui s'appelait Lydie Fourteau, qui n'était pas juive d'ailleurs, et qui a commencé comme éducatrice à l'Opège, et qui est devenue, et pour lesquelles les personnes avaient une très grande admiration, une très grande reconnaissance. Bon, et j'en oublie, mais l'attachement à l'Opège, c'est l'attachement aux personnes qui étaient avec nous à l'Opège. Et c'est cette reconnaissance que je voudrais transmettre, quoi. Mais crois-moi que cette démarche-là, elle a ses effets, puisque à chaque fois que les éducateurs qui reviennent, en tout cas les professionnels de ces matinées d'accueil, ils sont pris évidemment par l'histoire de l'Opège, mais pas seulement. Je crois que ton propos, ton discours les aide un peu à situer aussi toute cette question-là. Et tu as raison, il faut des grandes figures. Je pense aussi à Norbert Dana, encore plus quand on est au Fonds social, qui a été un long moment en charge de la prévention spécialisée. C'est lui qui a même ouvert les premiers clubs de prévention à Garges, puis à Sarcelles, puis à Paris, dans cet ordre-là. Et ensuite, il est venu travailler au Fonds social et il a été longtemps militant de la communauté. On fait une toute petite pause de quelques minutes, on respire, et puis on se rejoint juste après avec Juliette Fressonnet, éducatrice, et Bernard Goldberg, vice-président de l'Opège. Dans un pays noir et blanc, dans un pays noir et blanc, coupé en deux, vif est un homme épatant, un militant fascinant. Il y a peu, et moi qui vis à Sarcelles, à des milliers de kilomètres, le jour de sa mort j'ai vu pour la première fois sa tête. Oh Mandela, oh Mandela, oh Mandela, Nelson Mandela. Souriant et courageux, il s'est battu de son mieux contre la haine, la bêtise humaine. Toute une vie à lutter pour la paix, l'égalité, pour
possède l'apartheid. Et moi de ma chambre d'enfant, je voudrais lui ressembler. J'aimerais qu'on m'aime autant, autant que lui était grand. Oh Mandela, Peace fighter, oh Mandela, peace for all your people. oh Mandela, Nelson Mandela. Moi si j'étais président, je donnerais à tous les gens un travail, un logement. Je réduirais les impôts et aussi parce qu'il le faut. J'aiderais les migrants. Je réouvrirais l'école le mercredi matin. Je remettrais les tapes et chanterais ce refrain. Oh Mandela, Soweto, you know, oh Mandela, eagle right for people. oh Mandela, Mandela, Mandela. Nelson Mandela, One more time, listen to. oh Mandela. On est de retour sur RCJ 94.8, le MAC de Lopège. Une fois par mois, on se retrouve sur l'antenne du Fonds social juif unifié. Notre émission aujourd'hui en présence de Juliette Fressonnet, éducatrice spécialisée à la prévention de Garges-les-Gonesse, et Bernard Goldberg, vice-président de la Fondation Lopège, sur le thème du témoignage, de la transmission. On peut retrouver cette émission sur toutes les plateformes et sur YouTube, bien sûr, en audio et en vidéo. Juliette, pendant la pause, on a parlé d'un projet de la rencontre d'enfants aujourd'hui dans les maisons avec des personnes âgées survivantes de la Shoah, qui est organisée par justement un des services du Fonds social. Tu m'as dit ce serait bien que tu nous invites. En gros, une fois par an, le Bel Été, qui est un programme d'activité pour éviter l'isolement, mais aussi surtout pour maintenir le lien avec des personnes âgées survivantes de la Shoah, viennent une fois par an. Depuis 10 ans maintenant, on vient de réaliser ça à l'instant avec Bernard Goldberg, rencontrer les enfants d'aujourd'hui. Donc on est toujours sur ce même thème, qui est un peu un fil conducteur, les enfants d'hier, les enfants d'aujourd'hui. Et à travers ces rencontres, qu'est-ce qu'on recherche en fait ? Bernard, qu'est-ce qu'on recherche à travers ces moments de rencontre entre des enfants d'hier et d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Disons que pour disons, beaucoup de participants n'ont jamais été en maison d'enfants. Et ils découvrent ce que c'est qu'une maison d'enfants, ce qu'était une maison d'enfants. Bon, bien sûr, aujourd'hui, les choses ont changé par rapport à ce que c'était lorsque nous y étions, mais ils découvrent ce que c'est qu'une maison d'enfants. Bon, pour quelle raison ? Parce que parmi ces survivants, il y a tous les cas. Il y a les cas de personnes qui étaient d'un certain âge à l'époque et qui n'étaient plus, comme on dit, accueillables dans une maison. Royal Maison était une maison pour les petits, c'était pas une maison pour les grands. Donc, les enfants de 14 ans ne venaient pas à Royal Maison. Donc peut-être qu'ils ont été dans une autre maison, ou peut-être récupérés par leur famille, ou peut-être, disons, orphelins d'un père ou d'une mère. Bon, il y a plusieurs cas, mais une grande partie n'ont pas été en maison d'enfants. Quelques-unes ont été en maison d'enfants, donc ils sont contents de revenir là. Et puis, disons, il faut reconnaître que les enfants de Royal Maison, qui sont accueillis, sont adorables, très mignons, très coopératifs, très nature d'ailleurs. Et c'est vraiment un plaisir de venir à ce barbecue. Oui, je crois qu'ils prennent conscience. Alors, quand tu dis très nature, moi j'entends très agité, et c'est un peu le cas. C'est souvent des journées où les enfants, ils sont chez eux et ils ont la libre expression. Mais je crois que c'est une manière aussi de raconter l'histoire. Pas uniquement à travers les livres ou à travers ce que les éducateurs ou évidemment les maîtres d'école leur racontent, mais c'est aussi une manière de réaliser que ces personnes âgées qui viennent à leur rencontre ont pu être à un moment donné soit effectivement accueillis dans cette maison, ce qui est ton cas, mais tu n'es pas le seul, il y a d'autres anciens de Lopège qui viennent, mais aussi qui viennent raconter leur histoire d'une certaine manière. Et ce qu'on essaye de faire dans ces moments-là, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre en lumière ce que chacun a pu rencontrer dans son parcours traumatique, je pense qu'il faut le nommer ainsi, quelles que soient les raisons, elles ne sont pas les mêmes bien évidemment, mais elles ont amené à un moment donné à voir des enfants séparés de leurs parents,
ce qui est encore le cas aujourd'hui pour les enfants placés. Ils sont séparés de leur famille et ils doivent se construire dans un collectif, pas toujours évident. Et on a trouvé ce projet assez judicieux parce que je crois que c'est ça l'enjeu du moment. C'est-à-dire que quand on est sur des projets qui viennent nommer l'histoire, c'est d'abord une manière, à mon avis, aussi d'éviter qu'elle s'efface. Je pense que c'est un des thèmes forts aussi du Forum de la Shoah, auquel évidemment l'Opège sera présente cette année comme à chaque fois, c'est-à-dire comment la mémoire elle est vivante, elle n'est pas derrière nous, elle n'est pas que nostalgique, elle se doit aussi de s'inviter dans le présent. C'est le seul moyen d'éviter que des drames comme ceux de la Shoah ou ceux des génocides sur lesquels tu as travaillé ou l'esclavage s'effacent devant nous. Je pense évidemment à ce qui se joue en ce moment en Israël et ce qui s'est produit le 7 octobre. Comment éviter de tomber dans l'oubli des drames humains qui sont face à nous. Et je crois que c'est le travail que vous menez beaucoup dans le travail de prévention spécialisée. En tout cas, Juliette, je sais que toi, tu es quelqu'un de très engagé sur ces questions. C'est pour ça que ta présence aujourd'hui était essentielle. J'aurais écouté avant d'arriver l'association Citoyenneté Possible, que j'ai envie de citer parce que on est très en lien et on a beaucoup d'affection et beaucoup de reconnaissance pour le travail de Souad Belhaddad et Fabrice Técher, qui depuis 2012, si je ne me trompe pas, ont créé une association autour des enjeux de la parole extrême, de la haine, qui forment des professionnels. Je crois qu'ils forment des contrôleurs de train, des agents publics, évidemment des éducateurs. On les a rencontrés à cette occasion-là il y a maintenant presque 7-8 ans, et très soucieux de la manière dont les génocides aujourd'hui sont parlés, racontés, récités, prennent place dans notre société. Ce sont des acteurs, des militants, et j'avais envie de les citer parce que d'abord, je pense que ce sont ces gens-là qui font le travail sur le terrain, qu'il y a quelque chose de possible. J'aime bien leur nom d'association, Citoyenneté Possible, il y a quelque chose de possible encore, parce que si on baisse les bras au moment où la violence est là, eh ben ça y est, le combat est perdu. Je pense qu'il faut se battre à ces endroits-là. Je pense que l'Opège fait partie de ces associations qui veulent porter haut et fort les valeurs qui sont les nôtres, et que de ne pas oublier ni le passé, ni d'être dans une position, je dirais, de fermer les yeux ou ses oreilles et de ne pas parler, ce serait le pire des pièges. Donc il faut affronter ces réalités-là, même si elles sont difficiles, surtout si elles sont difficiles. Et on a beaucoup été aidés, je crois, ces dernières années par eux, et toi en l'occurrence, Juliette, je sais que sur le travail que tu as mené sur la mémoire concurrentielle, sur les génocides, sur la parole extrême, il y a énormément de sujets qui, je crois, t'ont amené à rencontrer, à travailler avec eux. Avec eux, et justement, tu n'en aurais pas parlé, j'en aurais parlé bien sûr, puisque Souad va faire partie du projet. Elle va venir, puisqu'elle a écrit 2 livres sur le génocide des Tutsis au Rwanda, donc évidemment. Et on parlait au début de recevoir la parole. J'ai fait une formation très intéressante qui m'a beaucoup aidée dans ma pratique avec Citoyenneté Possible, qui s'appelle avoir une posture professionnelle en cas de parole extrême, raciste, antisémite, sexiste. Et je disais au début de l'émission, donc on accueille toutes les paroles, mais évidemment, on est des êtres humains, donc et on a notre propre histoire. Et bon, voilà, tout ça pour dire que cette formation avec Citoyenneté Possible m'a beaucoup aidée, et aussi, bien sûr, toute la ressource qu'il nous apporte sur éviter les concurrences des mémoires, et notamment sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de Citoyenneté Possible. Ils ont un très beau podcast. Alors, beau parce que les paroles sont fortes, mais évidemment le thème est lourd, qu'ils ont organisé il y a maintenant 3-4 ans. Une ancienne rescapée du génocide. Ce qui est très fort, c'est le pouvoir des mots, ça s'appelle. Oui. Le pouvoir des mots. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut très vite banaliser une parole, entre 2 jeunes qui peuvent, sous le coup d'un semblant d'humour, insulter l'autre, de sale juif, de sale arabe, de sale noir, enfin tout ce que j'en peux entendre en ce moment dans vos équipes de prévention spécialisées, et ne pas s'arrêter à ça, c'est comme si on la banalisait en fait, c'est comme si on l'autorisait, c'est comme si on la cautionnait. Je pense que le rôle des adultes, et encore plus des professionnels, c'est justement de ne pas laisser passer. Bien évidemment qu'un jeune peut se tromper, il a le droit à l'erreur, et c'est peut-être à ces moments-là que les enjeux de confrontation à l'autre s'expriment. Mais je crois que le travail qui est le nôtre, c'est d'être à la fois attentif à ce qui est dit, et à la fois être capable de réagir, et en tout cas de dire quelque chose de cela,
parce que notre société a besoin, évidemment, de retrouver un certain vivre ensemble. J'ose encore dire le mot, parce que je crois qu'on a beaucoup d'espoirs qui ont éteint cette possibilité de vivre ensemble. J'y crois pleinement. C'est ce que j'observe sur les territoires où l'OPEJ agit, et pas seulement, bien évidemment. Oui, Bernard. Absolument. Si, disons, nous n'arrivons pas, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais si nous n'arrivons pas à inculquer aux générations d'aujourd'hui, disons, l'absolue nécessité du respect mutuel pour vivre ensemble, effectivement, on se prépare à un avenir qui peut être difficile pour les générations suivantes. Je pense que beaucoup de personnes, dans la devise de la République française, ne lisent que le premier mot, liberté. Ça leur permet de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Et ils oublient qu'il y en a d'autres à côté. Et la France est un pays de droit qui a des règles, des lois, des règlements, enfin disons, une façon de vivre. Et si on oublie ces règles, si on ne les respecte pas, le vivre ensemble est difficile. Donc je pense qu'on devrait... C'est une question d'éducation. Je vous dis, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais il ne faut pas s'arrêter à la liberté seulement. Oui, et la question des droits se joue sur l'égalité, et la question de la fraternité. Comment tu fais quand tu as deux jeunes qui, justement... l'autre jour, on était dans une journée de séminaire de travail avec les équipes de prévention. Tu disais, en fait, les RIC, c'est beaucoup d'embrouilles au départ. C'est beaucoup des petites choses qui deviennent des grandes choses. De jeunes qui peuvent se haïr au détour d'une mauvaise parole ou d'un mauvais regard, même, je crois. On a vu même les affaires récentes autour même de mauvais textos, un SMS qui entraînent des choses incroyables. Comment tu fais ? Il nous reste 3 minutes en plus. Oui, voilà, en 3 minutes, ça va être compliqué. On essaye de leur montrer autre chose. Okay. Je pense que c'est vraiment de leur montrer autre chose et on parlait de l'importance des mots et de la transmission et de pourquoi parler d'histoire aussi, peut-être parler de leur histoire. Ça aide à penser leurs blessures. Enfin, si on n'en parle pas, on peut pas... si on ne parle pas de leur propre histoire, on ne peut pas guérir. Donc, c'est sûrement ça. Voilà. Bernard, tu acquiesces ? Oui, bien sûr. Et moi, je pense qu'on a la chance de vivre dans un beau pays, la France, auquel, bien sûr, ça paraît banal, mais je suis très attaché. Et il est bon de raconter l'histoire. Mais je serais partisan également qu'on enseigne la géographie, c'est-à-dire que chacun puisse découvrir ce qu'est notre pays, dans toute sa diversité, dans toute sa beauté. Et disons, bien sûr, l'histoire, mais il faut être objectif, l'histoire de France. Il n'y a pas que des beaux côtés dans l'histoire de France, il y a des zones grises qu'il faut admettre. Mais on n'est pas obligé d'aimer. Mais par contre, on peut aimer son pays en le découvrant. Voilà. Donc moi, je pousserais beaucoup les jeunes à découvrir la France. C'est un beau pays. Vous voyagez en... Ah, on voyage. C'est un des leviers du travail éducatif. On voyage énormément. Quand tu dis leur faire voir autre chose, c'est pas que de leur raconter, c'est aussi de les déplacer. De les déplacer, de leur faire découvrir... La France, effectivement, très beau pays, l'Europe. J'ai envie de parler de cette vignette. On m'a raconté là, il y a quelques jours qu'un éducateur de ton équipe, avec un jeune très violent, qui s'en prend à beaucoup d'autres jeunes, je crois, qui provoque beaucoup. L'éducateur l'a pris avec lui. Ils ont pris 2 vélos. Ils sont allés, je crois, jusqu'à Deauville. Oui, ils sont... Bon, là, ils sont fatigués. Vélo, sur 5 jours. Et j'imagine que pendant ce temps-là, le jeune a dû... sûrement parler ou exprimer des choses et se sentir écouté, reconnu, en tout cas, dans son existence humaine, alors que c'est un homme ou un jeune homme très violent, semble-t-il, ou qui cherche aussi la violence, ou qui l'a subi, je ne sais pas trop. Les deux. Bon, les deux. Et je trouve intéressant de se dire, on s'arrête à un instant sur quelqu'un qui a aussi une souffrance, même s'il est violent. Et c'est une question qui t'a été posée, Bernard. Il y a un jeune lundi qui t'a dit, mais vous n'avez pas la haine contre ce qu'ils vous ont fait ? Tu te souviens de ta réponse ? Oui, ma réponse, j'ai dit, bien sûr, pour la génération qui a participé, disons, à la tentative d'extermination du peuple juif, je ne peux pas avoir de sympathie. Mais depuis, le temps est passé, on a signé un accord
disons, de paix avec l'Allemagne. Et la génération d'aujourd'hui, je n'ai pas de haine particulière pour eux. Ce sont des Européens et je leur souhaite une longue vie. Mais je ne peux pas, disons, bien sûr, oublier la génération qui les a précédés, et surtout celle qui a participé à la tentative d'exterminer le peuple juif. Ça, je ne peux pas. Merci à tous les deux pour ce temps sur le MAC de Lopège. Merci beaucoup Juliette, d'abord pour le travail que tu mènes et puis voilà, d'avoir pris un petit peu de temps avec nous aujourd'hui jusqu'à Paris pour nous raconter tes projets. Et on sera avec toi sur les prochaines étapes. On verra comment les choses avancent et il faudra qu'on invite des jeunes sur les projets que tu mènes. Ils seront là. Ils seront là. Tu as vu, c'est marrant, tu le regardes, il sera là la prochaine fois. Il sera là. D'accord. Bernard Goldberg, merci beaucoup pour le temps que tu consacres avec nous en ce moment et tout ce que tu fais surtout en ce moment pour la Fondation et pour les jeunes. Écoute, je n'ai jamais quitté Lopège. Lopège non plus, tu n'as jamais quitté, je crois. J'ai été accueilli, j'étais tout gamin, et même pendant une certaine période, pour des raisons professionnelles, j'ai bâti ma vie comme tout le monde, mais dans ma tête, ma reconnaissance à Lopège est toujours là. Et tant que j'en aurai la force et la possibilité, écoute, je t'apporterai mon concours. Qui est bienvenu. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup à Virginie Delumeau pour avoir toujours les bonnes idées pour cette émission. Et merci à Théo, à l'équipe du RCJ pour la bonne organisation de cette antenne. À très bientôt. On se retrouve le mois prochain. Aujourd'hui je pars en vacances